voyons par les épîtres de Sidoine Apollinaire que les philosophes illustres de l'Antiquité avaient aussi chacun son air de tête, sa figure et son geste, et qui lui était propre en peinture. On voit représenté dans les gymnases de l'aéropage ou dans les Prytanée Speusippe, la tête baissée, Aratus, la tête renversée, Zénon, les sourcils froncés, Épicure, la peau tendue, Diogène avec une barbe fournie, Socrate avec une chevelure tombante, Aristote avec un bras découvert, Zénocrate avec une jambe ramenée en arrière, et Héraclite les yeux clos par les larmes, Démocrite les lèvres ouvertes par le rire, Chrysippe avec les doigts écartés pour indiquer les dimensions des mesures, Cléante avec les doigts rongés pour ces deux raisons. Raphaël s'est bien servi de cette érudition dans son tableau de l'école d'Athènes. Nous apprenons aussi de Quintilien que les anciens peintres s'étaient assujettis à donner à leur héros la physionomie et le même caractère que Zeuxis leur avait donné, ce qui lui attira le nom de législateur. Celui-ci, Zeuxis, fixa si bien les choses qu'on appelle le législateur parce que ce sont les figures des dieux et des héros telles qu'il les a représentées que les autres ont repris, comme si elles constituaient une règle. L'observation de la vraisemblance me paraît donc, après le choix du sujet, la chose la plus importante dans le projet d'un poème ou d'un tableau. La règle qui enjoint aux peintres comme aux poètes de faire un plan judicieux et d'arranger leurs idées de manière que les objets se débrouillent sans peine, vient immédiatement après la règle qui enjoint d'observer la vraisemblance. De la disposition du plan, il faut diviser l'ordonnance des tableaux en composition poétique et en composition pittoresque. Mes réflexions sur le plan des poèmes seront bien courtes, quoique la matière soit des plus importantes. Ce que l'on peut dire touchant les poèmes de grande étendue se trouve déjà dans le traité du poème épique par le père Le Bossu, dans la pratique du théâtre par l'abbé d'Aubignac, comme dans les dissertations que le grand Corneille a faites sur ses propres pièces. Ce qu'on peut dire touchant les petits ouvrages de poésie est très court. S'ils sont le récit d'une action, il faut qu'ils aient, ainsi que les pièces de théâtre, une exposition, une intrigue et un dénouement. S'ils ne contiennent pas cette action, il faut qu'il y ait un ordre, ou sensible ou caché, et que les pensées y soient disposées de manière que nous les concevions sans peine et que nous puissions même retenir la substance de l'ouvrage et le progrès du raisonnement. Quant à la peinture, je crois qu'il faut diviser l'ordonnance, ou le premier arrangement des objets qui doivent remplir un tableau, en composition pittoresque et en composition poétique. J'appelle composition pittoresque l'arrangement des objets qui doivent entrer dans un tableau par rapport à l'effet général de ce tableau. Une bonne composition pittoresque est celle dont le coup d'œil fait un grand effet, suivant l'intention du peintre et le but qu'il s'est proposé. Il faut pour cela que le tableau ne soit point embarrassé par les figures, quoiqu'il y en ait assez pour bien remplir la toile. Il faut que les objets s'y démêlent facilement. Il ne faut pas que les figures s'estropient l'une l'autre, en se cachant réciproquement la moitié de la tête, ni d'autres parties du corps, lesquelles il convient au sujet que le peintre fasse voir. Il faut enfin que les groupes soient bien composés, que la lumière leur soit distribuée judicieusement, et que les couleurs locales, loin de s'entretuer, soient disposées de manière qu'il résulte du tout une harmonie agréable à l'œil par elle-même. La composition poétique d'un tableau, c'est un arrangement ingénieux des figures inventées pour rendre l'action qu'il représente plus touchante et plus vraisemblable. Elle demande que tous les personnages soient liés par une action principale, car un tableau peut contenir plusieurs incidents, à condition que toutes ces actions particulières se réunissent en une action principale et qu'elles ne fassent toutes qu'un seul et même sujet. Les règles de la peinture sont autant ennemies de la duplicité d'actions que celles de la poésie dramatique. Si la peinture peut avoir des épisodes comme la poésie, il faut dans les tableaux comme dans les tragédies qu'ils soient liés avec le sujet et que l'unité d'action soit conservée dans l'ouvrage du peintre comme dans le poème. Il faut encore que les personnages soient placés avec discernement et vêtus avec décence par rapport à leur dignité comme à l'importance dont ils sont. Le père d'Iphigénie, par exemple, ne doit pas être caché derrière d'autres figures au sacrifice où l'on doit immoler cette princesse. Il doit y tenir la place la plus remarquable après celle de la victime. Rien n'est plus insupportable que des figures indifférentes placées dans le milieu d'un tableau. Un soldat ne doit pas être vêtu aussi richement que son général, à moins qu'une circonstance particulière ne demande que cela soit ainsi. Comme nous l'avons déjà dit en parlant de la vraisemblance, toute
tous les personnages doivent faire les démonstrations qui leur conviennent et l'expression de chacun d'eux doit être conforme au caractère qu'on lui fait soutenir. Surtout, il ne faut pas qu'il se trouve dans le tableau des figures oiseuses et qui ne prennent point de part à l'action principale. Elles ne servent qu'à distraire l'attention du spectateur. Il ne faut pas encore que l'artisan choque la décence ni la vraisemblance pour favoriser son dessin ou son coloris et qu'il sacrifie ainsi la poésie à la mécanique de son art. Le talent de la composition poétique et le talent de la composition pittoresque sont tellement séparés que nous voyons des peintres excellents dans l'une être grossiers dans l'autre. Paul Véronèse, par exemple, a très bien réussi dans cette partie de l'ordonnance que nous appelons composition pittoresque. Aucun peintre n'a su mieux que lui bien arranger sur une même scène un nombre infini de personnages, placer plus heureusement ces figures, en un mot, bien remplir une grande toile, sans y mettre de la confusion. Cependant, Paul Véronèse n'a pas réussi dans la composition poétique. Il n'y a point d'unité d'action dans la plupart de ses tableaux. Un de ses plus magnifiques ouvrages, Les Noces de Cana, qu'on voit au fond du réfectoire du couvent de Saint-Georges à Venise, est rempli de fautes contre la poésie pittoresque. Un petit nombre des personnages sans nombre, dont il est rempli, paraît être attentif au miracle de la conversion de l'eau en vin, qui fait le sujet principal. Personne n'en est touché autant qu'il le faudrait. Paul Véronèse introduit parmi les conviés des religieux bénédictins du couvent pour lequel il travaillait. Enfin, ces personnages sont habillés de caprices et comme dans ses autres tableaux, il y contredit ce que nous savons positivement des mœurs et des usages du peuple dans lequel il choisit ses acteurs. Monsieur de Pile, grand amateur de peinture et qui lui-même maniait le pinceau, nous a laissé plusieurs écrits touchant cet art, qui sont dignes d'être connus de tout le monde. Mais un de ces écrits mérite toutes les louanges qui sont dues aux livres originaux. C'est sa balance des peintres. On y apprend distinctement à quel point de mérite chaque peintre dont il parle est parvenu, en chacune des 4 parties dans lesquelles l'art de la peinture peut se diviser. Ces parties sont la composition, le dessin, l'expression et le coloris. Après avoir supposé que le 20e degré de sa balance marque le plus haut point de perfection, où il soit possible d'atteindre en chacune de ces parties, il nous dit à quel degré chaque peintre est demeuré. Mais pour n'avoir pas distribué l'art de la peinture en 5 parties, ni divisé ce qu'on appelle en général l'ordonnance en composition pittoresque et en composition poétique, il tombe dans des propositions insoutenables, comme est celle de placer au même degré de sa balance Paul Véronèse et le Poussin, en qualité de compositeur. Cependant, les Italiens même tomberont d'accord que Paul Véronèse n'est nullement comparable dans la poésie de la peinture au Poussin qu'on a nommé de son vivant le peintre des gens d'esprit, éloge le plus flatteur qu'un artisan put recevoir. Le même Paul Véronèse se trouve encore placé dans notre balance à côté de Lebrun, quoique dans la partie de la comparaison poétique, la seule dont il s'agit ici, Lebrun ait peut-être été aussi loin que Raphaël. On voit dans le grand appartement du roi à Versailles les 2 excellents tableaux placés vis-à-vis l'un de l'autre, les pèlerins d'Emmaüs par Paul Véronèse et les reines de Perse au pied d'Alexandre par Lebrun. Un peu d'attention sur ces tableaux fera juger que si Paul Véronèse est un méchant voisin pour Lebrun quant au coloris, le français est encore un plus méchant voisin pour l'italien quant à la poésie pittoresque et à l'expression. Il n'est pas difficile de deviner à qui Raphaël aurait donné le prix, suivant l'apparence. Raphaël aurait prononcé en faveur du genre de mérite dans lequel il excellait, je veux dire en faveur de l'expression et de la poésie. Je conseille à mon lecteur de lire dans le premier volume des Parallèles de Perrault le jugement raisonné qu'il porte sur ces 2 tableaux. Ce galant homme, dont la mémoire sera toujours en vénération à ceux qui l'ont connu, nonobstant tout ce qu'il peut avoir écrit sur l'Antiquité, était aussi capable de faire une bonne comparaison de l'ouvrage de Paul Véronèse et de celui de Lebrun. Il était incapable, suivant Woton, de faire un bon parallèle entre les poètes anciens et les poètes modernes. De l'importance des fautes que les peintres et les poètes peuvent faire contre leurs règles. Comme les parties d'un tableau sont toujours placées l'une à côté de l'autre et qu'on en voit ensemble du même coup d'œil, les défauts qui sont dans son ordonnance nuisent beaucoup à l'effet de ses beautés. On aperçoit sans peine ces fautes relatives quand on a sous les yeux en même temps les objets qui n'ont pas entre eux le rapport qu'ils doivent avoir. Si cette faute consiste, comme celle du Bandinelli, dans une figure de femme plus haute qu'une figure d'homme d'égale dignité, elle est facilement remarquée,
puisque ces deux figures sont l'une à côté de l'autre. Il n'en est pas de même d'un poème de quelque étendue. Comme nous ne voyons que successivement un poème dramatique ou un poème épique, et comme il faut employer plusieurs jours à lire ce dernier, les défauts qui sont dans l'ordonnance et dans la distribution de ces poèmes ne viennent pas sauter aux yeux, comme ils sautent les défauts pareils qui sont dans un tableau. Pour remarquer les fautes relatives d'un poème, il faut se rappeler ceux qu'on a déjà vus ou entendus et retourner, pour ainsi dire, sur ses pas afin de comparer les objets qui manquent de rapport ou de proportion. Par exemple, il faut se ressouvenir que l'incident qui fait le dénouement dans le 5e acte n'aura point été suffisamment préparé dans les actes précédents, ou qu'une chose dite par un personnage dans le 4e acte dément le caractère qu'on lui a donné dans le premier. Voilà ce que tous les hommes n'observent point toujours, plusieurs même ne l'observent jamais. Ils ne lisent point les poèmes pour examiner si rien ne s'y dément. Mais pour jouir du plaisir d'être touchés, ils lisent les poèmes comme ils regardent les tableaux, et ils sont choqués seulement des fautes qui, pour ainsi dire, tombent sous le sentiment et qui diminuent beaucoup leur plaisir. D'ailleurs, les fautes réelles, qui sont dans un tableau comme une figure trop courte, un bras estropié ou un personnage qui nous présente une grimace au lieu de l'expression naturelle, sont toujours à côté de ces beautés. Nous ne voyons pas ce que le peintre a fait de bon et séparément de ce qu'il a fait de mauvais. Ainsi, le mauvais empêche le bon de faire sur nous toute l'impression qu'il devrait faire. Il n'en est pas de même d'un poème. Ces fautes réelles, comme une scène qui sort de la vraisemblance ou des sentiments qui ne conviennent point à la situation dans laquelle un personnage est supposé, ne nous dégoûtent que de la partie d'un bon poème où elles se trouvent. Elles ne jettent même sur les beautés voisines qu'une ombre bien légère. De la poésie du style dans laquelle les mots sont regardés en tant que les signes de nos idées, que c'est la poésie du style qui fait la destinée des poèmes. Ainsi, la beauté de chaque partie du poème, je veux dire la manière dont chaque scène est traitée et la manière dont s'expliquent les personnes, contribue plus au succès d'un ouvrage que la justesse du plan et que sa régularité, c'est-à-dire que l'union et la dépendance de toutes les différentes parties qui composent un poème. Une tragédie dont toutes les scènes prises en particulier seront belles, mais mal cousues ensemble, doit réussir plutôt qu'une tragédie, dont les scènes bien liées entre elles seront froides. Voilà pourquoi nous admirons plusieurs poèmes qui ne sont rien moins que réguliers, mais qui sont soutenus par l'invention et par un style plein de poésie qui, de moment en moment, présente des images qui nous rendent attentifs et nous émeuvent. Le plaisir sensible que nous font des beautés renaissantes à chaque période nous empêche d'apercevoir une partie des défauts réels de la pièce, et il nous fait excuser l'autre. C'est ainsi qu'un homme aimable en présence fait oublier ses défauts et quelquefois ses vices, durant les moments où l'on est séduit par les charmes de sa conversation. Il réussit même souvent à nous les faire oublier dans la définition générale de son caractère. La poésie du style consiste à prêter des sentiments intéressants à tout ce qu'on fait parler, comme à exprimer par des figures et à représenter sous des images capables de nous émouvoir, ce qui ne nous toucherait pas s'il était dit simplement en style prosaïque. Ces premières idées qui naissent dans l'âme lorsqu'elle reçoit une affection vive et qu'on appelle communément des sentiments, touchent toujours, bien qu'ils soient exprimés dans les termes les plus simples. Ils parlent le langage du cœur. Émilie intéresse donc quand elle dit dans les termes les plus simples « J'aime encore plus Sina que je ne hais Auguste ». Un sentiment cesserait même d'être aussi touchant s'il était exprimé en termes magnifiques et avec des figures ambitieuses. Le vieil Horace ne m'intéressait plus autant qu'il m'intéresse si au lieu de dire simplement le fameux « qu'il mourut », il exprimait ce sentiment en style figuré. La vraisemblance périrait avec la simplicité de l'expression. Où j'aperçois de l'affectation, je ne reconnais plus le langage du cœur. Le plus souvent, la prose répugne au poète tragique, dit Horace, mais les retours que les interlocuteurs font sur leurs sentiments et sur ceux des autres, les réflexions du poète, les récits, les descriptions, en un mot tout ce qui n'est pas sentiment, veut, autant que la nature du poème et la vraisemblance le permettent, nous être représentés sous des images qui forment des tableaux, dans notre imagination. J'accepterai de cette règle générale les récits des événements prodigieux qui se font lorsque ces événements viennent d'arriver. Il est dans la vraisemblance que le témoin oculaire de pareils événements, et qu'il convient d'employer pour en faire le récit, ait été frappé d'un étonnement qui dure encore. Il serait ainsi
contre la vraisemblance qu'il se servit dans son récit des figures qu'un homme saisit, et qui ne songe point à être pathétique, ne trouve pas. D'ailleurs, ces événements prodigieux exigent du poète de leur procurer la croyance du spectateur, autant qu'il est possible, et un moyen de la leur procurer, c'est de les faire raconter dans les termes les plus simples et les moins capables, de faire soupçonner celui qui parle d'exagération. Mais comme je viens de le dire, il faut que, hors de ces deux occasions, le style de la poésie soit rempli de figures qui peignent si bien les objets décrits dans les vers que nous ne puissions les entendre, sans que notre imagination soit continuellement remplie des tableaux qui s'y succèdent les uns aux autres à mesure que les périodes du discours se succèdent les unes aux autres. Chaque genre de poème a quelque chose de particulier dans la poésie de son style. La plupart des images dont il convient que le style de la tragédie soit nourri, pour ainsi dire, sont trop graves pour le style de la comédie. Du moins le poète comique ne doit-il en faire qu'un usage très sobre. Il ne doit les employer que pour faire parler Crémès lorsque ce personnage entre pour un moment dans une passion tragique. Nous avons déjà dit que les églogues empruntaient leurs peintures et leurs images des objets par la campagne et des événements de la vie rustique. La poésie du style, de la satire, doit être nourrie des images les plus propres à exciter notre bile. L'ode monte dans les cieux pour y emprunter ses images et ses comparaisons du tonnerre, des astres et des dieux mêmes, mais ce sont des choses dont l'expérience a déjà instruit tous ceux qui aiment la poésie. Il faut donc que nous croyions voir, pour ainsi dire en écoutant des vers, Ut pictura poesis, dit Horace. Cléopâtre s'attirerait moins d'attention si le poète lui faisait dire en style prosaïque au ministre, au dieu de son frère, ayez peur, méchant, César qui est juste va venir, la force à la main. Il arrive avec ses troupes, avec des troupes. Sa pensée a bien un autre éclat, elle paraît bien plus relevée lorsqu'elle est revêtue de figures poétiques et lorsqu'elle met entre les mains de César l'instrument de la vengeance de Jupiter. Ce vers « Tremblez, méchants, tremblez, voici venir la foudre » me présente César armé du tonnerre et les meurtriers de Pompée foudroyés. Dire simplement qu'il n'y a pas un grand mérite à se faire aimer d'un homme qui devient amoureux facilement, mais qu'il est beau de se faire aimer par un homme qui ne témoigna jamais de disposition à l'amour, ce serait dire une vérité commune et qui ne s'attirerait pas beaucoup d'attention. Quand M. Racine met dans la bouche d'Aricie cette vérité revêtue des beautés que lui prête la poésie de son style, elle nous charme, nous sommes séduits par les images dont le poète se sert pour l'exprimer, et la pensée de triviale qu'elle serait devient dans ses vers un discours éloquent, qui nous frappe et que nous retenons. Pour moi, je suis plus fier et fuis la gloire aisée d'arracher un hommage à mille autres offert et d'entrer dans un cœur de toutes parts ouvert, mais de faire fléchir un courage inflexible, de porter la douleur dans une âme insensible, d'enchaîner un captif de ses fers étonnés contre un joug qui lui plaît vainement mutiner. Voilà ce qui me plaît, voilà ce qui m'irrite. Ces vers tracent 5 tableaux dans l'imagination. Un homme qui nous dirait simplement « je mourrai dans le même château où je suis né » ne toucherait pas beaucoup. Mourir est la destinée de tous les hommes et finir dans le sein de ces pénates, c'est la destinée des plus heureux. L'abbé de Chaulieu nous présente cependant cette pensée sous des images qui la rendent capable de toucher infiniment. Fontenay, lieu délicieux où je vis d'abord la lumière, bientôt au bout de ma carrière, chez toi je joindrai mes aïeux. Muse qui dans ce lieu champêtre avec soin me fit nourrir, beaux arbres qui m'avaient vu naître, bientôt vous me verrez mourir. Ces apostrophes me font voir le poète en conversation avec les divinités et avec les arbres de ce lieu. Je m'imagine qu'ils sont attendris par la nouvelle qu'il leur annonce, et le sentiment qu'il leur prête fait naître dans mon cœur un sentiment approchant du leur.